type de MJ est-ce que tu es? Je suis un gros salopard, je suis un sadique de vicieux. D'où ça vient le MJ sadique? Vous savez, ce maître du jeu salopard dont l'image est un némésis du fun qui rebute les débutants, mais dont paradoxalement l'existence semble être totalement acceptée au sein des rôlistes, voire même être une certaine marque de reconnaissance, comme pour dire qu'on n'est plus des enfants, que le jeu c'est sérieux et qu'on n'y va pas pour cueillir des champignons. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein, c'est admis. Comment en est-on venu à idolâtrer des gens qui nous torturent, comme un véritable syndrome de Stockholm? Est-ce qu'un bon MJ doit forcément être un immonde connard? Est-ce que ce cliché du MJ méchant, ça existe vraiment? Ou est-ce qu'au final, ce n'est pas une sorte de facette? On va essayer de répondre à tout ça. Pour ça, je vous propose de remonter un peu le temps pour aller à l'origine du jeu de rôle et voir s'il peut y avoir quelques explications. Mais avant toute chose, je vous prends un tout petit instant pour remercier nos partenaires Lootbox et Minimal Roleplay pour leur soutien. L'un est une boutique spécialisée dans le jeu où vous pourrez looter tout votre matériel de JDR et bénéficier de 5% avec le code LDSJ. Le second est une plateforme qui rassemble plusieurs fonctionnalités, dont celle de jouer directement, de rentrer en contact avec la communauté rôliste pour trouver des tables et de vous proposer une expérience de jeu différente, beaucoup plus narrative, et vous allez voir que ça a son importance avec le sujet du jour. Vous connaissez les wargames? Les wargames, comme outil de planification stratégique, existent depuis aussi longtemps que les guerres existent. Mais ils n'étaient pas régis par des règles. Initialement, je voulais vous faire un point assez complet sur l'origine des règles dans le wargame, mais comme c'est assez hors de propos et que, à côté de ça, la bibliothèque d'Alvin a sorti dernièrement une vidéo très complète sur le sujet, je vais plutôt vous renvoyer vers sa vidéo dont vous trouverez le lien en description. Pour résumer simplement, il faudra attendre 1913 pour voir apparaître les premiers ensembles de règles dédiées aux wargames, hors du cadre militaire, par Herbert George Wells, écrivain de science-fiction auquel on doit des œuvres sans lesquelles la SF de nos jours ne serait pas la même, telles que La Guerre des Mondes, par exemple. Little Wars sort donc assez discrètement en 1913 et ne rencontre son véritable succès que dans les décennies qui suivent, rassemblant progressivement des adeptes et qui inspirera de nouveaux wargames bien plus tard. Il y pose un certain nombre de règles qui en feront par la suite une véritable bible pour les wargamers. C'est à lui également que l'on doit l'idée d'utiliser des figurines pour représenter les forces militaires. Il fallut ensuite attendre 1953 pour voir apparaître Tactics par Charles Roberts et avec lui une première vague de sorties de jeux dédiés aux wargames. Mais il faut souligner que les batailles jouées à l'époque se concentraient sur l'aspect historique avec les guerres napoléoniennes en thème vedette et on ne creusait pas encore la possibilité de jouer de la fantasy jusqu'en 1967. L'année 1967 marque la sortie du Seigneur des Anneaux. C'est un véritable renouveau sans précédent du wargame, amenant un intérêt grandissant de la part des adolescents, tout un imaginaire de nouvelles guerres à reconstituer et de nouvelles factions à construire. En 1971 parut Chainmail par Gary Gygax, un premier ouvrage dédié aux règles du combat médiéval, très complet, trop complet même, appliqué aux wargames qui connut de nombreuses rééditions jusqu'en 1978, avec notamment l'ajout de règles pour apprendre à gérer les géants, les trolls, les dragons et la magie. Mais entre-temps, une autre idée germa dans le groupe de joueurs entourant Gygax et Arneson, les papas de D&D. Encore une fois, pour plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo de la bibliothèque d'Alvin, très complète sur le sujet. Ce qu'il nous faut retenir pour notre sujet ici, c'est que dans ce groupe de joueurs, il y a un certain David Wesley. À cette époque, les wargames sont designés pour être joués en opposition directe, c'est-à-dire en 1v1 ou 2v2, etc. David Wesley va ressusciter une vieille règle des wargames militaires qui permettait d'apporter plus de réalisme dans l'exercice, un arbitre. De cette manière, chaque joueur prend les décisions de mouvement de troupes sans avoir les informations du camp adverse. Et on simule également le délai et l'interprétation des ordres des officiers sur le champ de bataille. Sur le principe de cet arbitre, David Wesley a proposé un nouvel exercice qui mettait en scène non pas des groupes d'hommes, mais des individus dans un cadre pré-bataille. Il n'en fallut pas plus pour que germe une idée dans l'esprit de Gygax et Arneson qui entrevoyaient la possibilité de s'intéresser aux héros plutôt qu'aux armées.
C'était en 1968. Et les deux nouveaux compères allaient publier en 1974 le tout premier jeu de rôle de l'histoire sur la base de cette simple idée pour apporter de la nouveauté dans les parties. A l'origine donc, le jeu de rôle est né d'une volonté des joueurs de Wargames d'explorer un peu plus les enjeux et l'histoire des héros de leur champ de bataille. Ils sont donc passés d'un loisir en opposition, avec deux armées qui se font face et aucun véritable intérêt pour l'histoire autre que celle qui pousse deux peuples à se détester, à un jeu en coopération où les prises de décision et événements ne sont plus aussi simplement gérés mais dépendent véritablement de l'histoire qui est en train de se dérouler. Un joueur, dont le rôle était initialement de se foutre sur la gueule avec ses potes, via des miniatures peintes, se met donc à endosser un rôle d'arbitre, une posture neutre, dont il n'a pas l'habitude, une importance démesurée, dans un contexte où chaque joueur avait initialement un rôle similaire. Les joueurs de Wargames de l'époque, qui ont constitué le premier pool de joueurs de JDR, ont-ils compris la portée narrative et profondément impartiale du Dungeon Master, ou, faisant le parallèle avec leurs pratiques précédentes, se sont-ils associés pour faire face à un ennemi commun? Cet ennemi commun, une figure autoritaire autour de la table, à laquelle on a d'instinct envie de s'opposer quand on est un adolescent un peu turbulent, ou simplement le stéréotype des personnes marginalisées de l'époque, et qui constituait l'essentiel des joueurs de cette époque. Ok. On a un élément qui peut expliquer un biais de perception du rôle aux origines du JDR. Mais c'était dans les années 70-80 et la plupart des anciens wargamers de l'époque, qui avaient la vingtaine ou la trentaine, ils sont bien âgés aujourd'hui. Et on peut en tirer qu'un héritage potentiel. Ça me semble un peu léger pour que cela explique qu'aujourd'hui encore, on rencontre ce trope de MJ. Alors penchons-nous sur les livres de règles, directement, pour voir quelle présentation du rôle de MJ il donnait. Le premier D&D était composé de règles pour la plupart reprises de Chainmail, et il en ressort une exigence très poussée pour être maître du jeu. Le maître du jeu remplit le rôle d'arbitre, presque plus que de GM, en lien avec l'exercice de Wesley, et un arbitre, ça a toujours le dernier mot, comme on a souvent pu voir ce conseil dans d'anciens manuels de jeu. Pourtant, on a des sons de cloche assez différents d'une version à l'autre de Donjons et Dragons. Dans Advanced D&D, il est dit que le rôle de MJ est une immense responsabilité, et qu'il faut donc faire usage de cette responsabilité avec prudence. Alors que dans la version 3.5, il est clairement dit que vous deviez connaître l'ensemble des règles existantes pour faire office d'encyclopédie infaillible auprès des PJ et qu'il était préférable de réviser les règles avant les parties. De quoi bien rebuter les débutants. Là, on est bien comme ça. On a donc un mélange d'autorité, d'intransigeance et de référence. On est très loin, bien loin du créateur d'immersion et du narrateur bienveillant. Avec le recul, on sait qu'une bonne communication aurait permis d'expliquer efficacement aux nouveaux joueurs que le MJ n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt pour animer le décor autour de leurs actions et faire en sorte que l'aventure naissent de l'adversité. Il est là pour créer de l'interaction et un cadre dans lequel les prises de décision deviennent importantes et l'aventure palpitante. Cette notion d'autorité et d'opposition joueur-MJ, on ne l'a pas retrouvée que dans Donjons et Dragons. Le JDR, l'appel de Cthulhu, paraît en 1981. Et avec lui, des notions de violence physique, tout autant que psychique des personnages, qui viennent enfoncer le clou. D'autres jeux, comme Sombre et D200, tous deux sortis en 2011, viennent accentuer cette notion d'opposition où le MJ doit tuer les PJ qui doivent tout faire pour survivre. Donc, un contexte qui est propice à l'opposition plutôt que la coopération. Et un ensemble de règles qui n'expliquent pas vraiment bien le rôle du maître de jeu. Ajoutons également un contexte socio-culturel qui n'aide pas à comprendre la coopération. Il y a de cela quelques années, j'ai voulu faire jouer pour la première fois mon neveu et ma nièce. L'exercice leur a énormément plu, notamment à mon neveu, à environ 8 ans à l'époque, qui a pris l'initiative d'écrire un petit scénario pour me le faire jouer. Vient le moment de jouer et évidemment, mes prises de décision étaient très différentes de ce qu'il avait imaginé. Mais bon, à force de décisions contraires, il a fini par comprendre que le but du maître du jeu n'était pas de forcer ses joueurs dans une direction, mais plutôt d'adapter son exercice aux décisions de ces derniers. Puis vint le moment du combat. Et là,
c'est le drame. À ce moment-là, c'était plus mon perso contre un squelette. C'était lui contre moi. Et comme mon personnage réussissait à prendre l'avantage, il lui trouvait toujours un moyen de le renforcer, le squelette. Le combat était perdu d'avance car mon neveu n'était alors plus MJ. Il était joueur tout autant que moi, mais lui, il avait en main la narration, et par conséquent, pléthore de solutions. Pour qu'un enfant de 8 ans ait à ce point du mal à comprendre la notion d'impartialité et du rôle de narrateur qui ne tire pas dans les pattes des PJ mais amène des obstacles, c'est révélateur d'une chose sur notre société. Tout nous conditionne à l'opposition. L'école nous apprend à être meilleur que le voisin. Le sport nous oppose à d'autres équipes ou individus. La culture montre des combats. Nous sommes dans une société qui se base énormément sur l'opposition. Et heureusement, il existe aujourd'hui des jeux qui mettent en avant la coopération. Mais force est de constater que le contexte socio-culturel n'y aide pas. Tout, du contexte au livre de règles, complexifie donc la compréhension du rôle du maître du jeu. Mais hors de tout ça, hors du contexte, un maître du jeu peut-il devenir un méchant MJ? Et évidemment, il existe des MJ qui sont d'immondes connards, et pour lesquels il n'y a pas eu besoin de pousser pour qu'ils le deviennent. La question est plutôt de savoir si un gentil MJ peut devenir un méchant MJ. Eh bah oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de cohérence est très important pour l'accomplissement personnel. Aussi, ce que les autres disent de nous et ce que nous pensons de nous-mêmes vont forcément finir par se rejoindre. Et à partir de là, c'est le serpent qui se mord la queue. Car toutes nos actions vont tendre à confirmer cette perception que nous avons de nous-mêmes. Et ce, même si notre personnalité profonde le combat. Vous voyez où je veux en venir ? Pour exemple, un MJ qui crée de l'opposition pour la narration, qui est incompris de ses joueurs et auquel ils disent régulièrement qu'il est sadique, va finir par penser qu'il l'est vraiment. La conséquence de cela est qu'il ne va plus penser à ses oppositions en termes de narrativité ou de diversité de mécaniques de jeu. Il va plutôt chercher à mettre les joueurs en difficulté sans réelle autre motivation que celle du défi. Il se définira alors comme un MJ sévère, qui ne déroge ni avec les règles, ni avec le scénario. Ce sont désormais les joueurs qui doivent apprendre à s'adapter. De son côté, il va penser, par les potentiels pics envoyés par ses joueurs, ou la satisfaction débordante d'avoir vaincu un boss, que c'est une bonne chose, jusqu'à ce que cela casse. Parce que le risque dans tout ça, c'est la mort du fun. La frustration ressentie par les joueurs va le récompenser dans l'opposition qu'il aura créée. Et c'est ça qu'il va rechercher systématiquement ensuite, tuant progressivement toute notion d'amusement autour de la table et de narrativité. Et si c'est pour faire ça, autant aller faire du wargame dans lequel c'est l'opposition qui prime sur l'histoire. Mais au-delà des jeux qui, effectivement, on l'a vu, viennent accentuer la perception de sadisme des MJ, pourquoi l'image du MJ qui manipule et maltraite ses joueurs est devenue si populaire auprès des rôlistes? Le MJ dans sa pratique du jeu de rôle est le joueur le plus solitaire de la table. L'essentiel de sa préparation se fait en amont. Il a créé son monde ou a appris à le maîtriser. Il a écrit son scénario et a essayé d'anticiper les prises de décision de ses joueuses. Il y a une forme de violence dans cette solitude qu'il est parfois difficile d'assumer. Comment les joueuses vont-elles réagir au scénario? Ai-je oublié de préparer quelque chose? Est-ce que mes combats seront équilibrés? Auront-ils bien tous les indices pour résoudre cette enquête? Un certain nombre de questions et d'appréhensions que nombre de débutants en mastering redoutent, et à raison. Et face à cela, il y a une asymétrie relationnelle autour de la table importante qui peut inciter les MJ à ériger des mécanismes de défense. Là où les joueuses vont créer une cohésion de groupe, un esprit d'équipe, le ou la MJ est la seule personne à connaître les éléments de l'or poussé de son monde. La seule personne à avoir précisément en tête la description des lieux. La seule à pouvoir acter que telle ou telle conséquence est définitive. It's over now. Le ou la MJ va interpréter tout ce qui n'est pas PJ, allant du simple rat traînant dans les égouts jusqu'au plus grand antagoniste de l'histoire en passant par les marchands, les personnes en détresse et même les dieux.
On a dit précédemment que la considération de méchant MJ était avant tout une dérive, une mauvaise compréhension du rôle de celui-ci et un qualificatif violent pour un simple narrateur. Il en va de même avec le terme de Dieu, qui amène aussi à une dérive semblable. Car même si l'on peut entendre qu'un MJ est en quelque sorte un dieu dans son univers, qu'il peut d'un claquement de doigts faire disparaître tout un pan de l'histoire ou tout un continent, un dieu peut aussi être un antagoniste dans l'histoire de cet univers, avoir ses propres motivations, ses champions, et surtout avoir le droit de vie ou de mort sur l'ensemble de sa création. Toi tu vis, toi tu crèves. Y compris les PJ. Et ça, comme avec mon neveu, ce n'est pas du tout le rôle attendu d'un maître du jeu. Et c'est là qu'est la dérive. Car souvent on entend des joueuses parler de leur MJ comme Dieu, ce qui, au-delà d'être très prétentieux, est aussi problématique quant à ce que l'on peut accepter de la part d'un Dieu. Faire tomber un plafond sur un PJ qui a trop discuté les décisions du MJ, jouer méta et faire débarquer des hordes d'ennemis en plus juste parce qu'un joueur a annoncé que c'était trop facile, décider arbitrairement que tel PJ devait mourir sans réelle nécessité, tout ceci sans qu'aucune de ces décisions ne puisse réellement être discutée, car après tout, qui peut remettre en cause les décisions d'un dieu? On ne peut rien changer à ce qui nous attend. Alors pourquoi se prendre la tête? Je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est vivre en étant le plus gentil possible, et en essayant de ne pas attirer l'attention de Dieu et de sa grosse pelle. Il en ressort en somme exactement la même chose que lorsque les anciens manuels de jeu annonçaient que vous aviez toujours le dernier mot à la table de jeu. Une injustice qui pousse à l'opposition. Mais c'est cool d'être un dieu, non? Alors ça passe. À un certain moment où le manque de maître du jeu dans le milieu était flagrant et problématique, le terme de dieu a peut-être été un argument pour donner envie aux débutants d'endosser ce rôle. Mais c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et malgré tout, certains actual play s'en amusent encore aujourd'hui et popularisent ce terme qui ne devrait pas l'être. Et comment allez-vous, Dieu? J'ai envie de dire, parce vous que... voulez des points d'inspiration? Oui, ça me plairait beaucoup, oui. No offense, hein, j'adore Table Quest et j'adore Linkus, qui, soyons bien d'accord, ne se comporte pas du tout comme un MJ Dieu, mais comme un narrateur, qui est son véritable rôle, mais l'emploi de ce qualificatif contribue à renforcer cette notion. En effet, un MJ est un narrateur, qui va aider les PJ à raconter leur propre histoire, dans laquelle ils peuvent être amenés à mourir par accident, certes, face à un défi trop grand pour eux, ou par leurs propres décisions, mais il y aura toujours une option pour s'en sortir. La mort ne sera pas inéluctable, jusqu'à ce que les dés soient jetés. Il n'est pas de récit sans obstacle, et il n'est pas sadique de proposer des obstacles à ses joueurs, même s'ils sont infranchissables. Cela crée du récit, et par définition, même s'il existe évidemment des MJ qui me feront dire le contraire, car il existe de véritables trous du cul dans notre loisir, un MJ, à la base, est une personne bien loin d'être sadique, car cela voudrait dire qu'elle fait souffrir les autres pour son propre plaisir. Or, le MJ s'est échiné à vous préparer un scénario, s'est saigné à synchroniser vos agendas pour trouver une date, et finalement s'est efforcé de faire en sorte que vous ayez des étoiles dans les yeux pour que vous disiez en fin de partie à quand la prochaine. Alors face à la violence que peut représenter ce rôle, se donner une identité, que cela soit celle d'un MJ dieu, d'un MJ intransigeant, sévère, voire même sadique, peut représenter un mécanisme de défense pour se préserver. Ce sujet est complexe et multifactoriel. Il sera différent pour chaque personne se faisant appeler Dirty MJ. Mais je tenais aujourd'hui à faire cette vidéo qui m'a pris énormément de temps d'écriture, même si c'est pas vraiment du conseil, car bien que certains maîtres du jeu s'accommodent parfaitement du fait d'être identifiés comme de méchants MJ, eh bien, comme je viens de vous le démontrer, cela peut aussi en impacter d'autres de manière bien plus dramatique. Aujourd'hui, le spectre est en train de changer. Le discours des livres de règles tend davantage à définir le MJ comme un narrateur, mettre toujours plus en avant la notion de co-narration de l'histoire, allégeant le poids reposant sur les épaules des maîtres du jeu, et enfin, mettent en place de plus en plus de fiches de sécurité émotionnelle. Tout cela vient souligner le fait que votre MJ vous veut du bien. Parce qu'après tout, la plupart des tensions qui peuvent intervenir autour d'une table viennent d'une incompréhension des attentes. Cela inclut aussi les attentes du maître du jeu. Alors, la prochaine fois que vous serez joueuse et qu'on vous questionnera sur vos attentes et votre sécurité émotionnelle, je pense que vous pourriez aussi vous poser la question quant à la sécurité émotionnelle de celui ou celle
qui vous fait jouer? Comment se définit-elle? Qu'attend-elle de cette campagne? Comment souhaite-t-elle être appelée? Et par pitié, ami MJ, arrêtez de prôner cette posture de MJ méchant, ça ne sert à rien et ça vient d'un autre temps. Voilà. No offense, hein, mais en menteur. J'adresse un petit big up à Braise et Dragon. Je me suis permis de vous piquer votre extrait d'interview car il m'a inspiré cette vidéo, tout simplement. Cœur sur vous, allez checker ce qu'ils font. Et puis, je remets une dernière fois en avant le taf de la bibliothèque d'Alvin qui fait un gros travail de documentation sur ces vidéos et je vous invite à aller visionner ce qu'il fait parce que c'est vraiment génial. Voilà. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés.